L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Alors, il est 8h55 sur studioqualita.com. Alors, un petit changement de programme. Ce n'est pas Alain Michel que nous recevons ce matin, mais nous le recevrons demain matin. Mais nous sommes ensemble ce matin sur Studio Qualita avec Meïra Barrère. Meïra, bonjour. Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors, nous avons choisi de dialoguer avec vous ce matin parce que nous en parlions tout à l'heure dans la revue de la presse. Bien dimanche, on a commémoré le 75e anniversaire de la rafle du Veldiv. Et bien entendu, on peut dire qu'il y a très peu aujourd'hui de témoins, de rescapés de cette rafle du Veldiv. On en a entendu certains pendant la cérémonie à Paris, en présence du Premier ministre Benyamin Netanyahou et du Président de la République Emmanuel Macron. Vous, votre famille a été raflée ce 16 juillet 1942 à Paris. Alors, racontez-nous. Déjà, il faut que je dise quand même que j'étais bébé moi-même, puisque je suis née le 31 octobre 1941. Mon père, ainsi que mes grands-parents et mon oncle de 17 ans, ont été raflés le 16 juillet. Évidemment, je n'ai pas connu mon père, je n'ai pas connu mes grands-parents, je n'ai pas connu mon oncle et le reste de ma famille également. Et ce que je vais vous raconter maintenant, je l'ai appris beaucoup plus tard. Ça veut dire ? Ça veut dire que au moins 50 ans après. 50 ans après ? Eh bien oui, parce qu'on ne parlait pas. On ne parlait pas dans les familles après la guerre. 50 ans après, c'est un témoignage donc, que vous avez, je suppose, recueilli de votre mère ? Non, pas de ma mère. C'est pas sous forme de témoignage, c'est sous forme de paroles, de bribes qui venaient notamment de ma sœur aînée, qui, elle, a 9 ans de plus que moi, et qui, bien sûr, elle, a des souvenirs de cette époque. Moi, j'ai des souvenirs, bien sûr, mais mes souvenirs sont des souvenirs d'enfants cachés, oui. Et non pas de la rafle. Oui. Puisque j'étais bébé. Alors par contre, je vais vous raconter maintenant les circonstances de cette rafle. Oui, voilà. Comment ça s'est passé ? J'étais donc bébé, j'étais donc avec ma mère. Nous habitions à Paris, au Faubourg Saint-Martin. Et les policiers français sont venus à la maison chercher donc ma mère et moi, puisque nous étions ensemble, j'étais bébé. Il faut savoir qu'à cette époque, normalement, la loi n'autorisait pas les enfants de moins de 2 ans à être emmenés. Mais il se trouve que j'ai été emmenée et quelque part, ça a été le miracle qui a fait que la suite a été telle qu'elle a été. Donc, ça veut dire que vous étiez dans le Veldiv ? Non, je vais vous raconter comment ça s'est passé, justement. Ma mère et moi avons été emmenés au commissariat. Mon père n'était pas là. Mon père a appris ce qui s'était passé plus tard en rentrant chez lui. Les voisins lui ont dit que ma mère et moi avions été emmenés. Il n'était pas avec nous à ce moment-là. Oui. Et voilà ce qui s'est passé au commissariat. Quand on est arrivé au commissariat, où il y avait évidemment d'autres juifs qui étaient là, j'étais donc bébé et je n'arrêtais pas de hurler et de crier. Et j'ai rendu fou tous les policiers, le commissaire dans le commissariat qui en avait marre. Et le commissaire a dit à ma mère, peut-être parce qu'il en avait vraiment marre ou peut-être par humanité, il lui a dit, écoutez, elle a faim, sortez avec elle, allez lui acheter du lait. Et il lui a fait comprendre de ne pas revenir. Donc d'une certaine façon, le fait que j'étais présente dans ce commissariat, à ce moment-là, c'est ce qui a permis à ma mère d'être sauvée en même temps que moi. Par contre, ce qui s'est passé... Et votre mère est sortie et elle est sortie avec moi et elle n'est pas revenue. Et où elle est allée ? Alors, ma mère ne pouvait plus rentrer chez elle parce qu'entre-temps, je veux dire, pour ce qui s'est passé après, mon père, quand il est arrivé, a appris par les voisins ce qui s'était passé. Et il est allé, il a essayé de retrouver ma mère au commissariat. Et là, il a été pris, ainsi que mes grands-parents. Et mes grands-parents étaient déjà très affaiblis. Il n'a pas voulu les abandonner. Ce qui fait que mon père, mes grands-parents ont été emmenés au Veldiv.
Et ils ont donc vécu tout ce qui s'est passé au Veldiv. Ensuite, ils ont été amenés, après plusieurs jours, à Beaune-la-Rolande, qui était un camp du Loiret, comme il y en avait plusieurs à cette époque-là. Il y avait Beaune-la-Rolande, il y avait Pithiviers et certains autres. Et de là, ils ont été ensuite acheminés à Drancy. Et de Drancy, ils sont tous partis à Auschwitz. Mon père était donc, grâce à Klarsfeld, je sais tout ça, puisqu'on l'a su beaucoup plus tard. Il ne faut pas croire que dans les années... Vous avez dû recomposer, en fait, un peu, parce que c'est arrivé par bribes. Tout à fait. Mais ce que je sais, c'est... Oui, bien sûr, c'est arrivé par bribes, mais c'est aussi grâce à Serge Klarsfeld, qui a fait des années plus tard, les recherches qu'il a faites. Et comme ça, on a pu apprendre... on ne pouvait pas savoir avant quels étaient les numéros des convois, etc. On a appris, au moins 50 ou 60 ans après, ce qui s'était passé, les numéros des convois. Donc j'ai su que mon père avait été déporté par le convoi numéro 9, que mes grands-parents avaient été déportés par le convoi numéro 10, que mon oncle David le jeune a été déporté dans le convoi numéro 5. Et donc ma mère, quand elle est rentrée avec moi, il y avait les scellés sur l'appartement. Donc elle n'avait plus où aller. Donc ma mère est allée se réfugier chez un ami de mon oncle, qui lui n'avait pas été déporté. C'était le frère aîné de ma mère. Et lui, il était dans le maquis du Vercors. Et juste une petite question pour préciser. Vos parents n'étaient pas de nationalité française ? Non, mes parents n'étaient pas de nationalité française, ils étaient polonais. Ils étaient polonais. Donc il n'y a pas eu en fait de Français qui ont été raflés pendant le 16 et 17 juillet 1942 dans la rafle d'un grand rafle. Si, moi, je suis née à Paris. J'avais la nationalité française, mais j'ai été déchue de ma nationalité française. Ah oui, c'est ça, oui, bien sûr, par les lois. Oui, par les lois de Vichy, j'ai été déchue de ma nationalité française alors que j'étais française, puisque née à Paris. Alors après, comment votre mère a... Donc ma mère est restée cachée à Paris. Non, elle est restée à Paris pour travailler, parce que ma sœur aînée et mon frère étaient cachés, eux, chez des paysans dans le Loiret, et moi j'ai été transbahutée dans différents endroits, et j'étais toute seule jusqu'à la fin de la guerre. Avec votre mère ? Non, j'étais toute seule. Toute seule. Et comment vous avez pu retrouver votre mère après ? Eh bien, à la fin de la guerre, ma mère est venue nous chercher, ma sœur, mon frère et moi, et on s'est retrouvés donc à Paris à la fin de la guerre, en ne sachant pas à ce moment-là si mon père, mes grands-parents avaient survécu, puisque ce que j'ai su aussi après, grâce à ma sœur, c'est que tous les jours, ma sœur allait à l'hôtel Lutetia, comme tous les Juifs, pour voir qui revenait et si ma mère, si mon père allait revenir. Mais bon, il n'est jamais revenu. Alors, aujourd'hui, avec le recul du temps, avec ces 75 ans qui ont passé, comment peut-on au mieux transmettre ce souvenir, cette mémoire de la Shoah, cette mémoire de ces événements qu'ont vécu les Juifs en France pendant la Shoah, cette rafle du Veldiv ? Comment bien transmettre ? Il n'y a pas de réponse vraiment sur un sujet pareil, parce que les survivants, les rescapés, vous savez, les familles, elles étaient démolies. Il faut savoir qu'après la guerre, les gens qui avaient survécu, ils avaient survécu, mais il faut voir dans quelles conditions. Les familles étaient plus ou moins, vous savez, toutes avaient des problèmes psychologiques, mentaux, etc. Et on ne parlait pas. Donc il a fallu des années et des années pour qu'enfin on commence à parler. Et je veux dire, en ce qui me concerne, nous, les enfants cachés, puisque nous étions des enfants cachés, et moi-même étant bébé, c'est seulement dans les années 90 qu'on a commencé à se rendre compte qu'il y avait eu des enfants. Oui. Et que les enfants qui n'avaient pas été déportés, puisque nous, on n'avait pas été déportés, on avait eu donc cette chance. Donc pendant des années et des années, on n'a pas jugé nécessaire de parler des enfants. Oui. Et c'est seulement dans les années 90 qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu des enfants, que les enfants avaient grandi, et on s'est demandé ce qu'ils étaient devenus.
Et c'est à ce moment-là que sont nées à Paris, entre autres, les organisations... Comme Aloumim. Non, Aloumim a été créé en Israël. Oui. Mais à Paris, c'est l'association des enfants cachés qui a été créée à ce moment-là à Paris. Et la première réunion des enfants cachés a eu lieu à la Mutualité. Et les gens se regardaient les uns les autres en disant « Mais on est de là, on est tellement nombreux, mais toi aussi, mais toi aussi, mais toi aussi ». Et c'était incroyable. Il y a des groupes de parole qui se sont créés dans ces années-là pour les enfants cachés. Et les psys étaient complètement dépassés parce qu'ils savaient pas comment prendre ce truc-là. Et les gens qui se retrouvaient dans ces groupes n'avaient jamais parlé de leur vie, de ce qui s'était passé au moment de la rafle. Et alors aujourd'hui, même on va dire 20 ans après, ces années 90, on se sent une sorte de responsabilité de faire de transmettre justement donc ces témoignages, parce qu'on était les plus jeunes et maintenant on est les... Je vais vous dire, Simone Veil est partie récemment, voilà. D'accord ? Moi, ça m'a beaucoup affecté, la mort de Simone Veil, parce que quelque part, elle était non seulement elle était une sœur aînée, mais tout ce qu'elle a fait en France, à Paris, dans les années 70, je les ai vécus. Moi, je n'ai pas fait mon alia après la guerre. J'ai fait mon alia il y a 20 ans. Mmh. Et donc, ça fait des années que je me pose la question. J'en ai pas vraiment parlé non plus, ni à mes enfants. Vous-même, vous avez eu du mal à en parler. Oui, parce que j'ai voulu protéger mes enfants de ça. Mmh. Donc, oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est la raison de ma présence ici. Pourquoi je suis ici ? Justement pour en parler. Pour raconter. Pour raconter, pour dire que les gens qui l'ont vécu, c'est-à-dire ceux qui étaient les adultes de cette époque-là, ou les jeunes enfants, ou les ados tels que Simone Veil, ben, ils sont partis. Et si moi, je ne le fais pas ? Moi, j'étais bébé, mais il faut savoir que je suis parmi les, entre guillemets, les jeunes. Voilà. Parce que sinon, les enfants de cette époque-là, ceux qui avaient, par exemple, entre 10 et 15 ans, ils ont quel âge aujourd'hui ? Ils ont entre 80, 85, voire 90. Donc moi, je fais partie des jeunes. Alors, une dernière question, Meira. Vous avez entendu le discours du président Macron, le fait qu'il endosse, on va dire, l'entière responsabilité de la France dans ce qui s'est passé pendant la rafle du Veldiv, dans la déportation des Juifs de France. Vous sentez que, à travers l'initiative qui a débuté par Jacques Chirac en 1995, qui a été renouvelée par François Hollande en 2012 et ces derniers jours donc par Emmanuel Macron, le narratif, ce symbole, la responsabilité de la France est désormais ancrée dans l'histoire de la France ? Oui, je pense que oui. Moi, j'étais présente quand Jacques Chirac a reconnu officiellement que la France, le gouvernement de Vichy, était responsable de ce qui s'était passé de la rafle du Veldiv. Donc j'étais présente à l'ancien emplacement de la rafle quand Jacques Chirac a fait cette déclaration. Et je vais vous dire, à cette époque-là, donc en 1995, c'était déjà énorme. Parce que jamais, jamais, jamais on n'avait prononcé ces mots-là. Enfin, c'était reconnu. Ce qui s'était passé était reconnu officiellement. Ça nous donnait le droit d'exister, que la France reconnaisse ce qui s'était passé. Vous voyez ? Et donc que Emmanuel Macron les renouvelait et les confirmait avec des mots très forts, j'ai trouvé, dimanche. Je pense que la France, c'est d'une certaine façon, elle a endossé la responsabilité de ce qui s'est passé, elle a endossé la mémoire de ce qui s'est passé, elle a endossé pour aujourd'hui également ce qui se passe. Quand il a fait l'équivalent de l'antisémitisme et de l'antisionisme, c'est encore des mots nouveaux. Vous voyez, c'est encore des mots très forts et des mots nouveaux, et je trouve que c'est important justement qu'il les ait prononcés à Paris où ça s'est passé. Eh bien, Meira Barrère, pardon. Meira Barrère, merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiocalita.com pour témoigner donc de cette
de cette histoire, de votre histoire personnelle, du fait que vous avez été vous-même donc capturé le 16 juillet avec votre mère en route vers le Veldiv, et vous y avez échappé presque miraculeusement, on pourrait dire, mais malheureusement votre père, vos grands-parents donc ont été déportés et ne sont jamais revenus de là-bas. Merci d'avoir accepté de venir témoigner sur studiocalita.com. Nous gardons votre témoignage de manière à pouvoir le reproduire le plus massivement possible, et qu'il soit un témoignage de la mémoire de cette période particulièrement trouble de l'histoire. Merci à vous surtout. Et juste un petit mot pour terminer. Je voulais surtout témoigner de Jérusalem. Voilà, j'habite Jérusalem, j'ai fait mon alia depuis 20 ans. Pour moi, témoigner de Jérusalem, c'est un témoignage de vie. Non pas de commémoration, c'est un témoignage de vie, et que ça continue, et que nous sommes là et bien vivants. Merci Mira Barrère. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Calita.